Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, nous allons aborder ensemble ce soir l'insomnie, quelle solution naturelle. Une petite présentation assez brève du contenu de ce webinaire. Donc, nous allons très rapidement faire un état des lieux sur le sommeil et l'insomnie, puisque c'est un sujet particulièrement vaste. Et nous vous présenterons notre approche concernant les méthodes naturelles, leurs intérêts, leurs limites, et ensuite une sélection, parce que bien sûr nous ne pourrons pas tout aborder, mais quelques solutions naturelles qui nous semblaient très importantes de partager avec vous, associées à des conseils pratiques. Et bien sûr, à la fin de cette présentation, un temps de questions-réponses. Donc j'en profite pour vous rappeler de bien poser vos questions pour nous permettre d'y répondre après la présentation. Un petit rappel concernant le contenu de ce webinaire. La compagnie d'essence n'encourage pas à l'automédication, mais est très soucieuse de transmettre de l'information. Et bien sûr, ces conseils, toutes ces informations sont issues de bibliographies de référence, de données d'usage traditionnel et des données beaucoup plus récentes qui nous sont apportées par la recherche. Mais en aucun cas, elle ne se suit un diagnostic ou un suivi médical. Et vous allez voir dès le début, enfin entendre dès le début de ce webinaire que c'est très important de faire ce petit bilan initial pour éviter des mésusages notamment. Le sommeil au cœur de la santé. Parce que là, on aborde une thématique qui touche de plus en plus de monde. Et heureusement, les sciences modernes, notamment les neurosciences, qu'on appelle aujourd'hui la chronobiologie, nous permet de mieux comprendre le sommeil. Et c'est à travers ça que des conseils dans le choix de certaines plantes vont être pertinents, puisque c'est ton rôle est de mieux en mieux connu. Alors bien sûr, il y a cette alternance veille-sommeil qui est indispensable pour notre récupération et physique et psychique. Et on a fait le choix de ne pas vous présenter en détail ce qu'on appelle le train du sommeil, les différentes phases du sommeil, puisque ce sont des informations qu'on trouve assez facilement en ligne aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre que le sommeil n'est pas un temps perdu, et ceux qui souffrent d'insomnie savent très bien à quel point cela pèse sur leur bien-être et sur leur santé, que c'est un temps qui permet à la fois cette récupération et physique et psychique de tout l'organisme. Alors bien sûr, du coup, quand il y a de l'insomnie, elle a effectivement des conséquences sur le plan physique, dans des domaines aussi vastes que bien sûr la fatigue, qui sera souvent le premier signe d'une insomnie. Donc sur le plan physique, on évoquait la fatigue, et quelque chose qu'on sous-estime qui est aussi la sensibilité à la douleur. Donc tout un tas de problèmes de santé douloureux vont être amplifiés dès qu'il y a un manque de sommeil. La baisse de l'immunité, qui aujourd'hui est de plus en plus mis en avant et relayée et liée à des problèmes d'insomnie dans certains cas. Et bien sûr, les risques accrus de maladies cardiovasculaires, de surpoids, de diabète, puisque pendant le temps du sommeil, énormément de réactions chimiques vont avoir lieu, des réactions de réparation, des réactions de rééquilibrage, qui ont besoin de ce temps du sommeil pour amener à un équilibre de l'organisme. Et bien sûr, il y a aussi des conséquences sur le plan et les personnes qui souffrent d'insomnie se rendent bien compte qu'elles ont plus de mal à se concentrer, des problèmes de mémoire, des troubles de l'humeur, et bien sûr la dépression, dont on va reparler au cours de cette présentation. Et bien sûr, je n'oublie pas non plus de mentionner le coût socio-économique, puisque toutes ces problématiques d'insomnie sont reliées à de l'absentéisme dans le monde professionnel, mais aussi scolaire, quand l'insomnie touche les jeunes. Alors bien sûr, là j'évoque les enfants, et il est vrai que ce webinaire a été davantage préparé dans l'optique d'accompagner des problématiques d'adultes. Le sommeil de l'enfant étant très spécifique et évolutif depuis le bébé jusqu'au jeune adulte, il est important de dédier un webinaire spécifique. Pourquoi donc se tourner vers la nature dans ce domaine? C'est le choix que nous proposons. Bien sûr, il y a toutes les difficultés liées aux effets secondaires
des médicaments qui sont habituellement prescrits dans ce domaine. Alors bien sûr, ils sont parfois nécessaires, voire indispensables, mais on peut vous proposer dès ce soir certaines approches qui viendront en complémentarité aussi de ces traitements. Donc ce sont à la fois des alternatives ou des complémentarités selon les cas et le moment de la prise en charge des troubles du sommeil. L'approche naturelle est aussi connue pour donner des conseils personnalisés et avec une approche globale qui va inclure ce qu'on appelle aujourd'hui la chronobiologie, tout ce qui se passe de façon cyclique dans notre corps, et le sommeil étant lié à cette alternance veille-sommeil, il s'inscrit complètement dans cette fameuse horloge biologique qui rythme notre chronobiologie. Il y a l'hygiène de vie qui rentre en ligne de compte, l'alimentation, on va le voir, elle est essentielle, la gestion du stress et l'activité physique qui joue aussi un rôle important et dans de bonnes conditions et aux bons horaires. Les approches naturelles vont à la fois être recherchées pour des effets immédiats, pour soulager, parce qu'on sait, notamment avec les huiles essentielles, qu'on peut apporter un mieux-être rapidement. Et sinon, on choisira d'autres approches pour une action plus profonde, pour rééquilibrer le terrain quand cela est possible. Et la prise en charge de la santé de façon globale et naturelle aura des répercussions sur toute la santé en général, puisque le sommeil a un impact sur tous les fonctionnements de notre... Avant d'envisager des solutions, il nous semblait très important de vous partager avec vous l'idée d'un bilan initial, parce qu'il y a beaucoup de fausses insomnies, parce qu'on se connaît mal en tant que dormeur. Et effectivement, savoir si d'abord on est un bon ou un mauvais dormeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bon dormeur, c'est quelqu'un qui va avoir un sommeil profond d'emblée, très récupérateur, alors qu'un mauvais dormeur sera gêné par le moindre bruit, par la moindre contrariété, par le moindre changement. Donc déjà, savoir si nos problèmes de sommeil sont juste liés à notre terrain de bon ou mauvais dormeur permettra, pour régler certains problèmes d'insomnie, de juste acheter des boules caisses. Vous voyez comment, en se connaissant, en sachant qu'un problème peut être juste lié à une sensibilité au bruit, on évitera d'utiliser des méthodes beaucoup plus compliquées ou invasives. Qu'est-ce qui se cache derrière petit ou gros dormeur? C'est qu'on est en étant déjà programmé d'une certaine façon génétiquement pour être des petits ou des gros dormeurs. Certaines personnes vont avoir la capacité de récupérer en dormant juste 3, 4, 5, disons, voilà, 5 heures. Alors qu'un gros dormeur, pour vraiment récupérer, pour que tous les mécanismes de récupération se passent pendant son sommeil, il aura besoin de davantage, 8. Et ça, c'est très important de le savoir, parce que certaines personnes qui ont un besoin physiologique de beaucoup d'heures de sommeil ne sont pas forcément insomniaques s'ils ne dorment, ils ont l'impression d'être fatigués et de ne pas avoir eu un sommeil récupéré. Autre problématique à aborder, est-ce qu'on est plutôt du matin ou plutôt du soir? Et ça, c'est très très important chez certaines personnes, parce que si vous êtes plutôt du matin, surtout je pense aux adolescents qui vont avoir tendance à avoir une vie nocturne, et bien si génétiquement cet adolescent est plutôt du matin, et bien un enchaînement de soirées répétées, tardives, qui vont aller contre son chronotype, ce qu'on appelle vraiment son type personnel, sa propre horloge biologique. Il va y avoir une fatigue qui va s'installer, et puis ce qu'on appelle aussi un retard de phase, à force de lutter contre son type. J'aime bien aussi donner un autre exemple. Il est très difficile de devenir boulanger quand on est plutôt du soir. On ne peut pas aller contre sa nature uniquement par la volonté. Si on est vraiment du soir, il y a des choses qui vont impacter notre santé et notre sommeil si on n'en tient pas compte. Alors, je vous expliquerai à la fin de cette slide comment faire ce petit état des lieux. Donc là, on a vu un petit peu l'importance de savoir à quel type de dormeur on est. Il est important aussi de bien identifier les difficultés qu'on rencontre. Est-ce que ce sont des difficultés d'endormissement, des difficultés pendant le sommeil avec des réveils nocturnes, ou alors des réveils trop précoces le matin? Derrière tout ça se cachent certaines choses et des choix de protocoles qui vont changer. Est-ce qu'il y a de la fatigue et de la somnolence dans la journée? Je reprends l'exemple du petit dormeur. Certaines personnes pourront se dire insomniaques parce qu'elles dorment peu, mais s'il n'y a pas de fatigue dans la journée, pas de somnolence, c'est que ce sont peut-être juste des
petit dormeur. Il n'est pas toujours nécessaire de se baser sur la fameuse norme des 8 heures par nuit. Très important d'être à son écoute et de surveiller ce facteur de fatigue. Et puis, autres problématiques qui là sont très importantes à prendre en compte dans les problématiques, ce sont les ronflements et l'apnée du sommeil. Il est très important de consulter quand il y a des ronflements et de la fatigue dans la journée pour être bien sûr de ne pas passer à côté d'une apnée du sommeil. Là, vous pourrez même prendre toutes les plantes de la terre. Si cette apnée du sommeil n'est pas prise en charge, il sera très difficile de retrouver un sommeil de qualité. Le bruxisme, les jambes sans repos, tous ces éléments qui vont venir être des éléments perturbateurs pendant la nuit sont très importants à identifier avant même de choisir une plante ou avant même de prescrire, quand on est médecin, il y a aussi les problèmes de douleur qui vont venir perturber le sommeil, la fièvre, la maladie de Crohn, le diabète, les troubles de la thyroïde, des surrénales. Il peut y avoir derrière des problématiques des troubles du sommeil, des causes qu'il est important d'identifier pour ne pas passer à côté de ces éléments-là qui doivent être d'abord pris en charge. Et puis ce qui est beaucoup plus courant, ce sont les cas de dépression, stress, anxiété, comme je le disais aussi, retard de phase, décalage. Donc dépression, stress, anxiété, déjà ce sont 3 choses différentes qui vont devoir être précisées par un professionnel de santé pour voir quel est son impact. Retard de phase, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que si on ne tient pas compte sa propre horloge biologique, eh bien les décalages à force amènent à un retard de phase qui est très perturbateur et du sommeil et de la santé en général. Il est aussi quelquefois question, on met le terme d'hypervigilance derrière certaines problématiques où on n'arrive pas à rentrer dans le sommeil parce qu'il y a une hypervigilance le soir et on va le voir, ce sont des mécanismes assez restent dans ce cas-là avec un excès de cortisol dans le sang, avec des petits rituels qui vont permettre d'atténuer ce déséquilibre. Il y a aussi les ruminations le soir qui peuvent empêcher de s'endormir parce qu'on porte souci et de la journée et ou du lendemain qui vont empêcher l'endormissement. Vous voyez, la liste est longue. Vous voyez, tout ce bilan initial, il est important de faire en amont pour bien préciser, pour ne pas se tromper sur les causes. Je peux aussi aborder l'âge. Le sommeil va changer avec l'âge. Il peut y avoir des antécédents de pathologies, des traitements en cours. Bien sûr, pendant la grossesse, la ménopause, le sommeil change. Donc, ne nous inquiétons pas. Ce bilan initial, il est d'abord pour bien repérer ce qui vient perturber son sommeil pour le prendre en charge au mieux. Et puis, il y a le fameux jet lag. C'est ce décalage horaire lié à des voyages lointains. Là, ce seront plutôt des insomnies ponctuelles, sauf si on est à un grand voyage. C'est pour ça que ça nous semblait important, dès le début de ce webinaire, de rappeler l'importance d'un diagnostic médical, qu'il s'agit d'une insomnie chronique. Et le médecin ou le professionnel du sommeil vous proposera très vite de tenir un agenda du sommeil. Et ça, c'est très important pour prendre le temps de se poser et d'identifier est-ce que c'est le début de la nuit qui est problématique, est-ce que c'est la fin, et après peut-être qu'il sera nécessaire de faire ce qu'on appelle un hypnogramme pour repérer les différentes phases du sommeil qui peuvent poser problème. Est-ce que c'est la première partie du sommeil qui permet plutôt la récupération physique? Est-ce que c'est la deuxième partie du sommeil qui permet... Est-ce que c'est la deuxième partie du sommeil, la période des rêves qui est plutôt impactée et du coup il y aura plutôt une irritabilité, une fatigue avec des signes plutôt dans le registre psycho. Donc vous voyez comme tous ces outils-là sont importants en amont pour bien vous connaître et bien identifier le problème qui vous concerne. Voilà pour cet état des lieux général. J'espère qu'il vous aidera à poser les choses
choses, à mieux vous connaître et à l'occasion d'un rendez-vous avec un spécialiste, d'être en mesure de préciser le type d'insomnie dont vous souffrez. Pour ce qui est des solutions naturelles que nous voulions vous proposer, nous voulions commencer par l'insomnie aiguë ou ponctuelle, parce qu'effectivement, il peut être intéressant dans ces cas-là d'avoir des petits trucs naturels pour éviter de rester sans pouvoir s'endormir. Et là, les huiles essentielles jouent un rôle essentiel, c'est le cas de le dire, parce qu'elles permettent d'avoir des effets très rapides, n'ayant recours à des modes d'utilisation doux. On va être plutôt sur de l'application cutanée, de l'olfaction, très large choix de parfums, donc chacun pourra choisir au travers des huiles essentielles qui ont des propriétés et une composition chimique qui leur donne ces propriétés, de choisir l'huile essentielle qui lui convient. Ces modes d'utilisation doux que je viens d'évoquer auront aussi des bienfaits synergiques, c'est-à-dire que l'olfaction des huiles essentielles va être une invitation à la respiration, qui est quelque chose d'essentiel pour se relaxer en termes de rituel d'endormissement. Donc les huiles essentielles dans un usage ponctuel sont vraiment très intéressants. On sait aujourd'hui par des études scientifiques qui sont de plus en plus nombreuses dans ce domaine, qu'elles ont une réelle action sur le système nerveux central ou périphérique. Il y a des recherches qui ont porté sur les neuromédiateurs, l'hormone du sommeil, avec des effets notables des huiles essentielles. Donc certes, il y a ce côté agréable, réconfortant des parfums, des huiles essentielles, mais il y a en même temps une action profonde sur les mécanismes. Et elles vont être donc tout particulièrement intéressantes dès qu'il y a des difficultés d'endormissement, même si vous mettez en place les autres conseils qui vont être donnés par la suite, en cas de problème ponctuel, pour accompagner, pour améliorer l'endormissement, en cas de réveil nocturne, que là, ça permet d'avoir à portée de main des huiles essentielles qui vont permettre de retomber dans les bras de Morphée, comme on dit. Et puis, pour la gestion du stress, là, ce serait davantage au long de la journée. Énormément d'huiles essentielles qui ont été étudiées et qui sont habituellement utilisées dans le domaine des troubles du sommeil. J'imagine que vous en avez utilisé plusieurs de votre côté. Nous avons fait une toute petite sélection pour vous présenter quelques huiles essentielles qu'on dit réflexes dans ce domaine-là. En premier lieu, la camomille romaine, particulièrement riche en une famille de molécules qu'on appelle les esters et qui sont connues pour leurs propriétés apaisantes. Donc cette camomille romaine que certains connaissent par son usage sous forme de tisane, en huile essentielle, on a une huile essentielle merveilleuse, aider à se rendormir notamment, ou pour l'endormissement. Autre famille d'huiles essentielles très utilisée dans la sphère émotionnelle et dans le domaine du sommeil, on retrouve les agrumes et la bergamote, qui a fait l'objet d'études assez récentes sur son influence sur la production de mélatonine. Donc on a vraiment là des données très tangibles sur une action profonde possible avec les huiles essentielles sur cette hormone du sommeil. Une des molécules que contient la bergamote, qui est le bergaptène, aurait la capacité d'empêcher la dégradation de la mélatonine et donc favoriserait l'entrée dans le sommeil. Donc en plus son parfum est assez doux et agréable et convient à la grande majorité des personnes, qui ne sera pas forcément le cas avec la camomille romaine par exemple. C'est là qu'on introduit la olfactive avec les huiles essentielles. Et deux grandes stars de l'aromathérapie, notamment dans ce domaine-là, c'est le petit grain bigarade et la lavande vraie, qui sont les deux huiles essentielles qui sont souvent proposées en première intention. Leur composition chimique est très similaire dans les molécules les plus actives dans le domaine du sommeil, mais leur parfum va être très distinct. Chacun pourra choisir l'huile essentielle qui lui convient le mieux olfactivement. Préférons les associer, mises ensemble, elles se complètent, elles s'harmonisent et elles font
un mélange très doux. Alors là, je vous ai présenté les huiles essentielles. Voilà, on aurait pu en choisir d'autres parce que le choix est très vaste. On privilégiera en tout cas les utiliser. Et pour ce qui est des modes d'utilisation, comme ce soir on voulait vous présenter beaucoup d'alternatives, je vous invite à aller sur la page qui leur est dédiée sur le site, où vous pourrez y voir plus précisément comment bien les utiliser, hein, que ce soit en olfaction ou en application cutanée, voire par voie orale. Et bien sûr en diffusion, hein, je ne l'ai pas cité, mais effectivement, bain, diffusion, olfaction, toutes les voies d'utilisation s'appliquent dans ce domaine-là, ce qui n'est pas le cas pour toutes les problématiques qu'on peut aborder avec l'aromathérapie. Quand il s'agit d'insomnie chronique ou davantage prévisible, les huiles essentielles vont être intéressantes, mais on a aussi d'autres extraits naturels qui vont pouvoir compléter leur action. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme de gémothérapie, c'est une branche nouvelle de la phytothérapie qui est à la fois nouvelle et ancienne, hein, puisque certains bourgeons, puisque là il s'agit d'utiliser les bourgeons de plantes dans un macérat, il se trouve que ces bourgeons de plantes permettent d'avoir une action profonde et régulatrice qui viendra vraiment en complémentarité d'une action plus ponctuelle et immédiate avec les huiles essentielles. Et cette gémothérapie, on va le voir, puisqu'on va vous présenter aussi une sélection de macérats de bourgeons, permet d'avoir une approche personnalisée selon certains signes spécifiques et selon les signes dominants, hein, parce que certaines personnes vont avoir des symptômes associés qui vont permettre de choisir plutôt tel ou tel bourgeon. La phytothérapie, de façon plus large, est aussi source de beaucoup de plantes qui sont utilisées dans le domaine du sommeil. Il y a la valériane dont vous avez probablement entendu parler, la passiflore, l'aubépine, l'houblon, l'escoltia. On vous a donné une petite liste là des plantes qui sont utilisées dans le domaine du sommeil. On les trouve sous forme d'extraits concentrés et c'est pour ça qu'on vous invite à vous les faire conseiller par des professionnels formés, parce que ce sont des extraits puissants qui peuvent venir aussi en interaction avec des traitements qui pourraient être pris pour soit l'insomnie, soit la dépression. Donc c'est très important de ne pas s'automédiquer avec ces plantes-là, en tout cas sous cette forme d'extrait concentré, sans l'avis d'un professionnel connaissant bien ces plantes et les précautions d'emploi. Et bien sûr, au-delà de la gémothérapie, dont on va vous présenter quelques exemples, et la phytothérapie, il y a aussi l'importance d'une approche que notre sommeil est régulé par notre horloge biologique. Donc un bon sommeil, tant qu'il ne s'agit pas de causes avec des pathologies plus graves qui doivent être prises en charge par un professionnel de santé, un bon sommeil va se préparer dès le matin et tout au long de la... Donc il va être surtout très important d'être en phase son horloge biologique. Et son horloge biologique, eh bien, elle se cale des facteurs externes dont vous avez probablement entendu parler, hein, le rôle de la lumière, qui va être le déclencheur, hein, dès que la lumière s'abaisse, c'est le déclencheur de la production de l'hormone du sommeil. Donc quand on parle effectivement de faire attention aux écrans, c'est parce que le plus grand synchroniseur du sommeil, c'est de notre horloge biologique, hein, et du sommeil, c'est la lumière. Vient ensuite la température. Alors bien sûr, la température de la chambre, on vous en parle beaucoup, mais c'est aussi la température corporelle, et il y a plein de facteurs qui peuvent augmenter notre température corporelle, notamment par rapport au manche, par rapport à l'activité physique. Donc ce sont des éléments qu'il faudra prendre en compte dès qu'on a des difficultés de sommeil. L'alimentation, le stress vont être des éléments essentiels. On ne peut pas améliorer son sommeil uniquement en attendant une plante, un comprimé
miracle. C'est vraiment tout un ensemble qui est à prendre en compte et on va vous le détailler. Nous avons choisi de commencer par un bourgeon. Donc ces macérats de bourgeons font partie de ce qu'on appelle la gémothérapie. C'est encore une branche de la phytothérapie qui est méconnue et dans le domaine des troubles du sommeil, ce sont vraiment des produits intéressants à découvrir. Dans ce domaine-là, le tilleul fait partie des bourgeons polyvalents à utiliser en première intention. Il est connu pour ses effets calmants, sédatifs, antispasmodiques. On retrouve bien sûr, on repense bien sûr à la tisane de tilleul. Forme de bourgeon, la plante a une action plus profonde et plus rééquilibrante. On pourra toujours lui associer du figuier, surtout si les troubles du sommeil ont pour origine principale le stress avec des manifestations plutôt sur le plan digestif, qui est souvent le cas, des spasmes digestifs. Le stress vient souvent se loger à ce niveau-là, par voie de conséquence peut perturber le sommeil. Donc le tilleul et le figuier sont souvent proposés ensemble dans des problématiques d'insomnie liées au stress. Quand le stress a davantage des manifestations au niveau cardiaque, on lui préfère l'aubépine. Donc là, on sera plutôt sur un binôme tilleul-aubépine. Donc c'est pour ça que les macérats de bourgeons se choisissent de façon personnalisée en fonction des signes dominants à vos troubles du sommeil. Les bourgeons ne s'utilisent pas ou que très rarement ponctuellement. On a plutôt une approche et ce sont des cures de 3 semaines. Et un petit peu comme pour les huiles essentielles, le détail du mode d'emploi, quel nombre de gouttes prendre, sur quelle durée, comment associer des bourgeons, on vous le précise sur le site pour que vous ayez tous les éléments peuvent vous aider. Je suis passée rapidement tout à l'heure sur la phytothérapie parce qu'effectivement il peut y avoir des plantes sous forme très concentrées qui sont proposées dans les troubles du sommeil, mais il y reste la tisane. Ce rituel du soir est très intéressant parce qu'on va le voir notamment pour la gestion du stress. Avoir un rituel d'endormissement, un rituel du soir est quelque chose qui est très intéressant pour contribuer à la baisse de ce cortisol qui perturbe beaucoup le sommeil. Les tisanes vont pouvoir s'utiliser en infusion, l'infusion du soir, mais aussi en bain. Le bain a lui aussi cet effet calmant le sommeil. Les tisanes ont juste ce défaut d'avoir un effet diurétique. Donc quand on parle de rituel, on évitera juste avant de s'endormir, parce que ce serait dommage d'avoir les bienfaits des plantes et d'être réveillé dans la nuit juste pour aller aux toilettes, ce qui aurait un effet contre-productif. C'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent utiliser les plantes sous forme de gélules ou d'extraits concentrés, mais il n'y a pas ce côté réconfortant de ce rituel, que ce soit sous forme d'infusion ou de bain. Les plantes qu'on peut utiliser en infusion, vous les connaissez probablement. On retrouve la camomille romaine, la fleur d'oranger qu'on peut aussi donner aux enfants, la lavande officinale qu'on retrouve aussi, qu'on peut rajouter pour aromatiser un peu une tisane. Seule, c'est pas toujours apprécié. On retrouve notre tilleul, la mélisse qui est assez proche du macérat de figuier que je vous ai présenté tout à l'heure, parce qu'elle va à la fois agir sur le sommeil, surtout quand il est lié à du stress qui se manifeste au niveau digestif, la verveine, la marjolaine, et on a mis des petits points de suspension parce qu'effectivement les plantes bénéfiques pour le sommeil et utilisables en tisane, ça fait partie des thématiques de la phytothérapie très, très riches. Donc elles ont des propriétés calmantes, relaxantes, sédatives. Quelquefois ce sont les mêmes molécules que celles qu'on retrouve dans les huiles essentielles,
ou des molécules propres à la tisane, hein, parce que là on a un solvant dans l'eau, donc on ne va pas forcément avoir les mêmes molécules actives dans les huiles essentielles et dans les plantes. Pour les personnes qui n'ont pas le temps de préparer une tisane, ou pour les personnes trop sensibles qui ne peuvent pas utiliser les huiles essentielles, aujourd'hui on trouve de plus en plus d'hydrolats qui peuvent être des alternatives très intéressantes parce qu'ils sont beaucoup plus d'utilisation. Ils vont pouvoir à la fois s'utiliser par voie orale, en diffusion, dans le bain. Donc on retrouve à la fois les usages des huiles essentielles et des tisanes, et ce sont des produits, même si j'ai dit qu'on n'allait pas aborder spécifiquement le sommeil des bébés, ce sont des produits beaucoup plus souples d'emploi que les huiles essentielles qu'on vient d'évoquer chez les enfants et chez les femmes. Parmi les hydrolats, on va retrouver à la fois les plantes qu'on utilise sous forme d'huile essentielle, sous forme d'infusion, la camomille romaine, la fleur d'oranger, la lavande, hein, qui sont des hydrolats qu'on connaît depuis longtemps et qui ont ces propriétés calmantes et apaisantes. Et là aussi, un petit peu comme pour les huiles essentielles, le choix pourra se faire en fonction du goût et de l'odeur. C'est très important, notamment pour les jeunes enfants, que ce soit quelque chose d'agréable à boire ou à sentir si jamais on l'utilise en diffusion. Voilà, c'était une sélection de produits, d'extraits naturels à base de plantes, juste une sélection pour mettre un coup de projecteur, celles qui nous semblent importantes à explorer si vous ne les avez jamais utilisées, mais rien ne remplace les bonnes pratiques que vous pourrez mettre en place à côté pour avoir un sommeil réparateur. Je vais reprendre beaucoup de conseils que vous avez probablement entendus ailleurs parce qu'ils sont souvent repris dans les supports pour aider à retrouver un bon sommeil. Important de les redire et de faire un bilan personnel. Dans votre cas, ils peuvent être intéressants à introduire ou à mettre en place dans votre routine. S'exposer à la lumière au bon moment, ça peut sembler une évidence, mais il est important de s'exposer aussi à la lumière dès le matin. Aujourd'hui, on a un mode de vie où on est enfermé dans des bureaux toute la journée et où le soir, on va se connecter à nos écrans qui nous envoient de la lumière bleue qui est l'équivalent de la lumière du soleil. Donc on envoie des messages contradictoires à notre corps puisque d'un côté, le jour où on devrait être exposé à la lumière, eh bien on n'est pas forcément exposé à la lumière du soleil, et le soir où on devrait être plutôt dans l'ombre, on envoie à notre cerveau ce fameux message presque de soleil qui fait qu'il ne produit pas ou retarde la production de la mélatonine. Donc surtout auprès des jeunes, c'est important de dire que c'est pas juste parce qu'on est distrait, pas juste parce que l'abaissement de la lumière en fin de journée envoie un message très clair au cerveau: commencez à produire la mélatonine. Si on ne le fait pas, eh bien il y a un retard ou une moins bonne production de la mélatonine. C'est pour ça que j'ai mis ce point-là en premier, parce que notre horloge biologique est très très sensible au message de la lumière. Ensuite, notre horloge biologique, elle a besoin d'être synchronisée, d'avoir une certaine régularité, notamment les horaires de réveil. Très souvent, on nous conseille d'éviter d'avoir un trop grand écart dans les horaires de réveil dans le courant de la semaine et le week-end, de ne pas dépasser 2 heures d'écart. Alors bien sûr que si vous dormez bien, tout ça n'a pas une grande importance, mais pour les personnes qui ont des troubles de sommeil, ce sont des conseils fondamentaux. Que si on continue à avoir des grands écarts d'horaire entre la semaine et le week-end, c'est de retrouver un sommeil réparateur. Ce sont aussi des synchroniseurs pour notre horloge biologique. Donc essayez le plus possible d'avoir une régularité dans ces horaires-là. Et bien sûr, auquel il faudra être attentif pour s'autoriser à se coucher dès qu'on a les premiers bâillements. Hein, c'est très important là d'être à l'écoute de ce que nos corps nous envoient comme signal, parce que si on est un couche-tôt et qu'on lutte avant de se coucher parce qu'on a un conjoint qui est tard ou parce qu'on a envie de regarder la fin d'un film, ça vient perturber profondément notre rythme. Respecter le rythme de la température corporelle, on l'a un petit
peu évoqué en début de webinaire, tout ce qui va perturber la température, la température extérieure de la chambre, du sport intensif juste avant de se coucher, hein, c'est pour ça que le sport juste avant de se coucher n'aide pas à s'endormir parce qu'il va faire monter cette température corporelle alors qu'elle est censée baisser avec l'endormissement. Idem pour les repas trop lourds et trop copieux qui ont tendance à faire augmenter la température aussi et qui vont avoir un effet délétère sur le sommeil. Donc voilà deux synchroniseurs importants, hein, la lumière et la température. Il y a le stress, hein, on va y revenir un petit peu plus en détail juste après, mais on a déjà évoqué avec la tisane, hein, l'infusion du soir, l'importance des rituels. Les rituels dans la journée et surtout au moment du coucher, très important pour faire retomber cortisol qui a tendance à rester à un taux anormalement élevé quand on est en situation de stress. Et ce cortisol, j'y reviens parce qu'il est en compétition avec la mélatonine. Donc effectivement, rien n'est mis en place pour abaisser ce taux de cortisol le soir. Il va y avoir une difficulté pour l'organisme de sécréter la mélatonine et le sommeil va adapter son alimentation. Je passe vite, on va vous donner quelques orientations plus précises juste après. Et vous avez sur le site une page dédiée, hein, plus complète sur ce qu'il est important de mettre en place dans son alimentation parce que c'est encore assez méconnu, hein, l'impact de l'alimentation sur le sommeil. Bien sûr, éviter les excitants, le tabac, l'alcool, le bruit, hein, surtout le bruit quand on est un mauvais dormeur, hein. Le meilleur somnifère dans ces cas-là, ce sont les boules caisses, hein. Ça peut sembler un peu... mais dans certains cas, ce sera le bon usage de la sieste, surtout quand il y a une dette accumulée de sommeil, hein. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'informations sur les bienfaits de la sieste. Il faut juste lui accorder sa juste place, hein, ni trop longue, sauf quand il y a une forte dette, et que la considérer comme un fameux rituel, hein, aussi de gestion du stress et de récupération, courte durée, hein, entre 10 et 20 minutes. Ce que vous lirez aussi dans d'autres supports, c'est de réserver le lit au sommeil. Alors ça peut sembler amusant de dire ça, mais si tout au long de week-end on lit, on fait la sieste, on écoute la radio, on regarde la télé dans son lit, notre corps ne comprend pas. Il a besoin d'un message clair pour associer le lit au sommeil. Donc c'est très important, surtout si vous avez des troubles de sommeil, que le lit reste bien dédié à la nuit et au sommeil pour envoyer un message clair, hein, que c'est effectivement le lieu de... Et puis après, il y a tout un tas de petits tips, hein, de petits trucs qui peuvent aider pour en cas de difficulté d'endormissement. J'ai lu récemment dans un ouvrage un truc qui peut aider, hein, certains et certaines d'entre vous, c'est d'avoir toujours sur sa table de nuit un petit carnet où dès qu'on a des ruminations, des problèmes qui nous perturbent l'endormissement, de commencer par les noter, hein. Déjà le fait de les écrire peut amener à ce détachement et à éviter que ces idées, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, hein, tournent en boucle et soient source d'insomnie et de difficultés d'endormissement. Même chose pour un réveil nocturne, hein. S'il est lié à une idée qui émerge et qui vous empêche de vous rendormir, le noter déjà pourra être une aide. Comme promis, on revient un petit peu à l'alimentation, c'est notamment un de mes dadas, parce que dans certains cas, l'alimentation chez certaines personnes va vraiment jouer un rôle central dans le rééquilibrage. Pourquoi? Parce que dès le matin, au petit déjeuner, il faut favoriser ce qu'on appelle la dopamine, hein, cette molécule qui va nous doper tout au long de la journée et qui nous donne cette énergie pour avancer, pour créer, pour gérer nos projets, notre vie professionnelle et personnelle. Et c'est pour ça qu'on propose d'introduire dès le petit déjeuner une source de protéines qui n'a pas forcément besoin d'être
un steak, hein. Ça peut tout à fait être des protéines végétales qui vont apporter ce fameux précurseur de la dopamine. Donc ces protéines dès le petit déjeuner, alors que notre modèle actuel est beaucoup trop ou surtout sucré, très important chez certaines personnes qui ont du mal à démarrer la journée, qui manquent de cette vitalité de démarrage. Et c'est vrai que à la fois le petit déjeuner devra apporter ses sources de protéines, mais aussi en parallèle éviter d'avoir des aliments avec un taux de sucre rapide, hein, ces fameux aliments à indice glycémique trop important, venir perturber la synthèse de la dopamine. Ça peut sembler un peu technique, hein, je suis désolée de mettre des mots aussi, enfin de mettre de la chimie dans tout ça, mais ça vous montre à quel point la composition même du petit déjeuner influence le démarrage de la journée et donne un signal fort à votre horloge biologique en veillant juste à ces deux éléments-là, hein. Donc, voir comment vous pouvez introduire, on vous donne des détails, hein, sur le site pour savoir quel type de protéines introduire et quels aliments il vaut mieux limiter. Pour le déjeuner, pas de consigne particulière sur son contenu, sauf que c'est vraiment le moment justement pour les personnes qui ne sont pas végétariennes d'introduire la viande dans la journée parce que ça va venir à nouveau en soutien de la production de dopamine dans le corps. Et ce qui est important pour améliorer son sommeil, c'est aussi de profiter, c'est possible, de ce temps du déjeuner pour faire une pause, si possible avant le repas, pour amener cette détente, surtout quand on est dans cette détente du milieu de la journée, ce temps de pause, juste en prenant le temps de mastiquer, va faire baisser ce fameux taux de cortisol qui est peut-être déjà trop élevé dès le déjeuner. Faire ce temps du déjeuner par en prenant le temps de mastiquer, de savourer, de faire une pause si possible avant, hein. Il s'agit juste de prendre 5-10 minutes pour respirer et faire retomber ce stress, comme on vous l'explique d'ailleurs dans une page dédiée. Autre moment fort de la journée sur le plan de l'alimentation, ça va être ce qu'on appelle le goûter chez les enfants ou le snack chez les adultes. C'est là apporter les bonnes sources, hein, parce que notre corps, pour fabriquer la mélatonine, a besoin d'un climat un petit peu plus sucré dans l'organisme. Alors bien sûr, ne vous jetez pas sur la boîte de bonbons, mais apporter là ça peut être l'occasion d'apporter ce qu'on appelle les solents, donc les fameuses tartines avec vrai bon pain, et d'apporter en même temps des sources de magnésium qui vont être des nutriments indispensables pour une bonne synthèse de la mélatonine en fin de journée. Et ce temps de snack peut être aussi un sas quand on rentre d'une journée de travail, Et le dîner, là, est un repas très important parce qu'il peut avoir à la fois un impact bénéfique ou négatif sur le sommeil. Très important de comprendre qu'un dîner tôt préconise 2 ou 3 heures avant le coucher, hein, notamment pour éviter d'être dans ce temps où par la digestion, la température corporelle augmente, hein. C'est une des raisons pour lesquelles, il y en a d'autres, mais en tout cas la plus sensible, c'est que la digestion faisant augmenter la température du corps, et bien si on dîne trop proche du moment de se coucher, il va y avoir une compétition avec notre horloge biologique qui a besoin que la température baisse pour synthétiser correctement la mélatonine et permettre l'entrée dans le sommeil. Et bien sûr, éviter l'alcool, le café, les repas tardifs, comme je viens de le dire, ou trop copieux, hein, parce qu'effectivement un repas très copieux va mobiliser davantage la digestion et contribuer toujours à cette augmentation de la température. Là, la viande rouge, hein, quand on n'est pas végétarien, c'est vraiment un aliment à réserver pour le temps du déjeuner parce qu'elle est source d'acides aminés qui vont entrer en compétition va créer un climat qui va entrer en compétition avec la synthèse de la mélatonine. Donc c'est vrai que c'est par un autre mécanisme, c'est très important d'éviter quand on a des problèmes de sommeil de manger de la viande
viande rouge le soir parce qu'on va à nouveau favoriser la synthèse de la dopamine alors qu'on n'en a plus besoin. Hein, on n'a plus besoin d'être stimulé, on a plutôt besoin de synthétiser de la mélatonine. Et j'ai quand même rajouté le chocolat hein, parce que même s'il est une source de magnésium, il vaut mieux le prendre au moment du goûter, hein, de ce snack la fin de l'après-midi, plutôt que le soir au coucher parce que c'est aussi un aliment acide, favoriser les remontées acides et perturbé par d'autres mécanismes de sommeil. Alors là, on vous donne des règles générales. À chacun de regarder ce qui, dans ses habitudes alimentaires, peut venir en interaction avec ou comme perturbateur de son sommeil. Voilà pour l'alimentation. Bien sûr, on est un peu obligé de simplifier dans le cadre de ce webinaire, mais vous avez une page dédiée sur le site sur alimentation et sommeil qui vous permettra de creuser davantage cette thématique de l'alimentation si vous pensez que c'est un élément important à changer dans vos habitudes. Alors tout ce qu'on vient de dire, hein, trouble du sommeil est en lien, tout ce qu'on vient de dire ne fonctionnera pas bien s'il n'y a pas une prise en charge en parallèle. Aujourd'hui, il y a énormément de techniques qui se développent, sont proposées, qui sont enseignées autour de la respiration, de la cohérence cardiaque. Hein, je vous invite à aller explorer ces pistes qu'on vous présente dans une page qui est davantage dédiée au stress. Bien sûr, la méditation, aujourd'hui on en parle beaucoup, le yoga, l'automassage, on appelle 3S, prendre soin de soi dès le matin par des petits gestes qui vont amener l'organisme à réguler le stress. Bien sûr, avec les huiles essentielles, on a aussi l'olfaction hein, qu'on a évoquée. Il n'y a pas vraiment de méthode meilleure qu'une autre en ce domaine-là, celle qui vous permet d'avoir un rituel de détente. Ce ne sont que ces techniques hein, qui sont présentées comme des techniques de gestion du stress qui sont capables de réellement faire descendre ce taux de cortisol qui peut être anormalement élevé le soir en cas de stress et qui va venir perturber tout ce qu'on vient de vous présenter et de vous évoquer jusque-là. Donc c'est pour ça qu'il était difficile ce soir de développer davantage. Nous préférons faire webinaire viendra en complément, qui vient en complément parce qu'il y a aussi plein d'autres rituels du soir, la détente et la relaxation, hein, que ce soit la musique, la lecture, la tisane hein, qu'on a évoqué, le bain, voilà tout ce qui permet d'avoir un sas, surtout quand le sommeil sont. Comment résumer? J'ai l'impression d'avoir été d'être allé très vite. J'aurais plein d'autres choses à partager avec vous, mais pour reprendre, essayer d'aborder ces choses-là dans un autre ordre et pour conclure cette présentation générale, voici un petit récapitulatif des éléments qui nous semblent importants à retenir. La place des huiles essentielles d'abord qui est vraiment intéressante pour une action immédiate et réconfortante, comme on l'a vu, pas que, mais c'est vrai, c'est en tout cas leur point fort. La nécessité d'un bilan initial en cas d'insomnie chronique, ça me semble fondamental pour éviter d'aller d'échec en échec parce qu'on est passé à côté. C'est vrai qu'il peut y avoir tellement de causes à une insomnie que c'est vraiment essentiel de faire ce bilan qui permet à la fois de mieux se connaître et de mettre en place vraiment des conseils et des approches adaptées à chaque situation. Et on l'a bien vu, notre sommeil, il est très intimement lié à notre horloge biologique. Donc d'abord bien se connaître et mettre en place cette hygiène de vie, accompagner, soulager notre horloge biologique qui est particulièrement malmenée dans notre mode de vie actuel. Le rôle de l'alimentation, j'aurais aimé pouvoir vous en dire plus, mais vous avez déjà des pistes pour comprendre qu'elle joue un rôle fondamental pour permettre à notre corps de produire toutes ces molécules qui induisent le sommeil, qui jouent dans la qualité de notre sommeil et aussi de notre énergie pendant la journée. Et la gestion du stress qui, si on ne le prend pas en main, vient
tout perturber, même l'alimentation, tout peut être fragilisé par ce stress. Alors on en parle beaucoup, on a l'impression que c'est compliqué, et par ailleurs il y a des petites choses au quotidien qui ne permettront pas de le supprimer, mais qui permettent vraiment d'en atténuer l'impact. Hein. L'idée, c'est pas de le supprimer, puisque pour le supprimer, il faut dans certains cas assumer le stresseur, hein, qui est pas toujours, qu'on ne peut pas toujours quitter ou lâcher, mais apprendre à gérer à la fois ses émotions et l'impact du stress pour que ces effets soient beaucoup moins délétères. Et enfin viennent nos plantes, hein, nos extraits de plantes. On va pouvoir choisir à la fois en fonction des signes. Vous avez vu que certaines se choisissent s'il y a des signes plus forts au niveau digestif ou forts au niveau cardiaque, ou en fonction des utilisateurs, puisqu'on a des approches faciles, souples d'emploi. Et bien sûr, ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé et à informer son médecin, surtout si vous prenez certains extraits de plantes, parce qu'ils peuvent venir en interaction avec des traitements du sommeil ou avec d'autres traitements que vous pouvez prendre par ailleurs. Donc c'est important de bien consulter les informations qui sont mises sur le site Potion d'emploi, et aussi d'informer son médecin pour la mieux adapter. J'espère que ce résumé vous aide à prioriser en fonction des problématiques que vous rencontrez. Je vois à l'écran qu'il y a énormément de questions qu'on va pouvoir regarder plus en détail. Merci en tout cas à l'issue de cette présentation générale d'avoir été aussi nombreux à vous connecter et à écouter cette présentation. Voilà une diapositive qui vous présente aussi nos sources. Hein. Bien sûr, elle n'est pas complète, mais vous pourrez vous y référer pour trouver des ouvrages à lire ou des compléments d'information. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises pendant cette présentation, d'autres informations et des conseils plus détaillés sont présents sur notre site. Merci encore à tous et à toutes de votre présence, et nous espérons vous retrouver pour des prochains webinars. Les dates vous sont données dans cette dernière diapositive. Donc le 8 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine, la digestion difficile, et le 22 juin, les règles douloureuses. À très bientôt, j'espère.